Imaginez une pièce où se décide le sort du monde. Ce n'est pas un bunker, ni un champ de bataille. C'est un bureau à Washington, noyé dans une fumée de tabac bleuâtre. Ici sont assis les hommes les plus brillants de leur époque. Diplômés de Harvard et de Yale, héros de guerre, l'élite du renseignement. Et savez-vous de quoi ils discutent? Ils discutent très sérieusement de la manière de bourrer un coquillage d'explosifs. Ce n'est pas une blague. Et ce n'est pas le scénario d'une comédie d'espionnage. C'est la réalité documentaire de l'année 1961. Et si je vous disais que le pays le plus puissant du monde a dépensé des millions de dollars juste pour faire tomber la barbe d'un seul homme? Que pour humilier un dictateur, les services secrets étaient prêts à empoisonner une ville entière, à utiliser la mafia et même à provoquer une apocalypse nucléaire. Nous avons l'habitude de penser à la guerre froide comme à une partie d'échecs entre grands maîtres. Mais les documents que nous ouvrons aujourd'hui montrent autre chose. Ce n'était pas une partie d'échecs. C'était une bagarre dans une pièce sombre, où les règles changeaient chaque minute et où l'obsession remplaçait le bon sens. Bienvenue dans l'histoire de l'opération Mangouste. Le projet qui devait être le triomphe de la CIA, mais qui est devenu l'échec le plus coûteux et le plus absurde de l'histoire de l'espionnage. Officiellement, cette opération n'existait pas. Mais le monde ressent encore aujourd'hui les conséquences de sa non-existence. Si vous voulez connaître la vérité sur la façon dont le monde s'est retrouvé à un demi-pas du gouffre à cause de l'ambition de quelques-uns, mettez un pouce bleu dès maintenant. Et nous commençons. Pour comprendre la nature de cette haine, nous devons rembobiner un peu le film. Vers la fin des années 50. Qu'est-ce que Cuba pour l'Américain moyen de cette époque? Ce n'est pas un ennemi. C'est un jardin d'Éden dans l'arrière-cour. C'est l'endroit où Hemingway boit ses daiquiris, où les mafieux de New York construisent des hôtels de verre et de béton, et où les sénateurs américains viennent passer le week-end pour oublier leurs électeurs. La Havane des années 50, c'est l'éclat des néons et l'odeur des parfums chers mêlés à celle de l'océan. Il semblait que cette fête durerait éternellement. Le business américain contrôlait presque tout ici, de la canne à sucre aux lignes téléphoniques. L'argent coulait à flot du nord au sud et inversement, finissant dans les poches du dictateur Fulgencio Batista et de ses amis. Mais dans les montagnes de la Sierra Maestra, les coups de feu retentissaient déjà. Nous voyons souvent l'histoire en noir et blanc. Mais regardons les faits. Lorsque le 1er janvier 1959, Fidel Castro et ses « barbudos », les barbus sont entrés dans la Havane, Washington n'a pas paniqué. Vous serez surpris, mais au début, les États-Unis ont même reconnu le nouveau gouvernement. Plus encore, en avril 59, Castro s'est envolé pour New York. Il a mangé des hot-dogs, souri aux caméras et visité le zoo du Bronx. La presse l'appelait le « George Washington des Caraïbes ». Il semblait que rien ne pouvait mal tourner. Pourquoi l'idylle s'est-elle transformée en cauchemar? Tout a changé lorsque l'euphorie de la Révolution s'est heurtée à la réalité de l'économie. Castro a commencé la nationalisation. D'abord, ce furent les terres. Puis, les compagnies de téléphone. Ensuite, les raffineries de pétrole. Pour les bureaux de Washington, ce fut un choc. Ce n'était pas seulement une décision politique. C'était un coup porté au portefeuille. Imaginez ceci. Vous vous réveillez le matin, et la propriété de votre entreprise, valant des centaines de millions de dollars, ne vous appartient plus. Une signature, un décret et des décennies d'investissement se transforment en poussière. Mais Washington avait peur de bien plus que cela. Castro a fait ce que personne dans l'hémisphère occidental n'avait fait. Il a commencé à flirter avec Moscou. Au plus fort de la guerre froide, alors que le monde était divisé entre nous et eux, l'apparition d'un avant-poste soviétique à 140 km de la Floride n'était pas perçue comme de la politique. C'était perçu comme un pistolet braqué sur la tempe. Les services de renseignement rapportaient au président Eisenhower et plus tard à Kennedy, Cuba devient un porte-avions insubmersible du communisme. Et là, la logique impériale s'enclenche. Si le voisin se comporte mal, il faut changer de voisin. Le plan était simple comme un coup de marteau. Pas besoin d'une grande guerre. Une seule opération secrète suffit. Ils étaient convaincus, le peuple cubain souffre et n'attend qu'une étincelle pour renverser le tyran. Cet excès de confiance est devenu le premier clou dans le cercueil de leur plan. Ils voyaient les rapports, mais ils ne voyaient pas les gens. Le 17 avril 1961. Nuit. La baie des Cochons, ou comme l'appellent les Cubains, Playa Girón.
L'eau est noire et chaude. 1400 exilés cubains, entraînés et armés par la CIA, débarquent sur le rivage. Ce devait être une opération parfaite. Le plan était minuté. Ils débarquent, s'emparent d'une tête de pont, déclarent un gouvernement provisoire, et le peuple de Cuba, inspiré par les libérateurs, se soulève. Mais savez-vous ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est réellement passé, c'est l'enfer. Le renseignement s'est trompé sur tout ce sur quoi il était possible de se tromper. Premièrement, le lieu du débarquement. La CIA l'avait choisi pour son isolement. Mais il n'avait pas tenu compte des récifs coralliens. Tranchant comme des rasoirs, les récifs ont déchiré le fond des barges de débarquement avant même qu'elles n'atteignent le rivage. Deuxièmement, le soulèvement populaire. Il n'a pas eu lieu. Les gens ne sont pas sortis dans les rues avec des fleurs pour accueillir le débarquement. Au contraire, la milice de Castro les a accueillis par le feu. Imaginez ce moment. Vous êtes un soldat de la brigade 2506. Vous êtes dans l'eau jusqu'à la taille, les balles sifflent au-dessus de votre tête, votre radio est silencieuse ou crache un bruit blanc. Vous attendez le soutien de l'aviation américaine. On vous a promis que le ciel serait dégagé. Mais le ciel reste vide. À Washington, dans le bureau ovale, le jeune président John F. Kennedy prend la décision la plus difficile de sa vie. Il comprend que l'opération est un échec. S'il envoie l'aviation américaine, cela signifie une guerre directe. Peut-être la Troisième Guerre mondiale. Et Kennedy dit non. Il laisse 1400 hommes sur cette plage, seuls face à leur destin. En 72 heures, tout était fini. Plus de 100 personnes sont mortes. Plus de 1100 ont été faites prisonnières. Ce n'était pas seulement une défaite militaire. C'était une humiliation publique pour les États-Unis d'Amérique. Castro a personnellement dirigé la défense, tirant depuis un char. Pour lui, c'était un triomphe. Il a prouvé au monde entier, les Yankees peuvent être battus. Comment cela a-t-il changé l'histoire? Pour Kennedy, cela est devenu un traumatisme personnel. Il se sentait trompé par ses propres généraux et espions. Il a assumé la faute devant les caméras, mais à l'intérieur de lui bouillonnait une colère froide. Cette défaite n'a pas arrêté Washington. Au contraire, elle a fait de la question cubaine une question d'honneur. Et quand la politique devient une question d'honneur, la rationalité quitte la conversation. C'est à ce moment précis, sur les ruines de l'échec de la baie des Cochons, qu'est née l'idée de revanche. Pas juste une nouvelle tentative, mais une guerre totale, invisible. Une guerre sans règles. Kennedy avait besoin d'un résultat. Immédiatement. Et il s'est tourné vers la seule personne en qui il avait une confiance absolue. Son frère. Novembre 1961. La Maison-Blanche. L'atmosphère a changé. Plus de demi-mesure. Le président Kennedy donne un ordre direct. Le renversement du régime de Castro est la priorité numéro 1 du gouvernement des États-Unis. Pas l'économie. Pas l'espace. Castro. Le conservateur du nouveau programme devient le procureur général Robert Kennedy. Arrêtons-nous sur ce personnage. Bobby Kennedy. Nous avons l'habitude de le voir comme un défenseur des droits de l'homme, une icône du libéralisme. Mais en 61, c'était un autre Bobby. Dur. Impitoyable. Obsédé par la protection de son frère. Il a pris l'échec de la baie des Cochons comme une insulte personnelle à la famille Kennedy. Lors d'une réunion, il a crié sur les généraux de la CIA, frappant du poing sur la table « Vous ne devez pas rester assis sur votre cul. Vous devez agir ». Pour diriger l'opération, Bobby choisit une légende. Edward Lansdale. Lansdale n'est pas juste un officier. C'était un génie de la guerre psychologique, le prototype des héros de romans d'espionnage. Il avait réprimé avec succès des soulèvements aux Philippines, il savait manipuler les masses. Sa philosophie était simple. Pour tuer une bête, il n'est pas nécessaire de lui tirer une balle dans le cœur. On peut la rendre folle. Ainsi est née l'opération au nom de code Mangouste, Opération Mongoose. Pourquoi une mangouste? Parce que c'est un petit animal rapide, capable de tuer un serpent venimeux. Le serpent, c'est bien sûr Castro. L'ampleur du projet est stupéfiante. Ce n'était pas une simple mission. C'était une immense campagne à plusieurs niveaux. Elle impliquait le département d'État, la CIA,
Le Pentagone, l'agence d'information des États-Unis. Le budget, 50 millions de dollars par an. Au cours actuel, ce sont des centaines de millions. Le personnel, plus de 4000 personnes. Pensez-y, 4000 personnes venaient travailler chaque jour avec un seul but, gâcher la vie d'un seul homme sur une île. Lansdale a élaboré un calendrier. Oui, ils avaient un plan calendaire pour renverser un gouvernement. Il se composait de phases. Phase 1, collecte de renseignements. Phase 2, guerre psychologique. Phase 3, soutien aux partisans. Le final était prévu pour octobre 1962. Il prévoyait un soulèvement ouvert et par conséquent une intervention militaire américaine pour rétablir l'ordre. Cela ressemble à un plan militaire clair, n'est-ce pas? Mais quand nous regardons dans les archives déclassifiées, au lieu d'une stratégie, nous voyons quelque chose qui ressemble plus au rêve surréaliste d'un fou. Parce que la pression d'en haut était si forte et les possibilités réelles d'influencer Castro si faibles, la CIA a commencé à générer des idées qui semblent aujourd'hui risibles. Et en même temps effrayantes. Ils ont décidé de ne pas frapper l'armée. Ils ont décidé de frapper l'image. Le charisme du chef. Et ici commence la page la plus sombre et la plus étrange de l'histoire des services secrets américains. Une page où la réalité dépasse toute fiction. Êtes-vous prêt à entendre ce que les meilleurs esprits de l'Amérique ont imaginé? Nous imaginons souvent le travail du renseignement comme un calcul froid. Des hommes en costume parfaits déplaçant des pions sur la carte du monde. Mais les archives déclassifiées de l'opération Mangouste nous ouvrent une toute autre porte. Une porte vers une pièce où le désespoir se mêlait à la folie. Lorsque la force directe n'a pas fonctionné et que la pression politique s'est accrue, la CIA s'est retrouvée dans une impasse. Robert Kennedy exigeait des résultats pour hier. Et alors, la division des services techniques est entrée en scène. Ces mêmes personnes qu'on appelle Q dans les films de James Bond. Mais leurs inventions n'étaient pas destinées à sauver le monde. Elles étaient destinées à humilier. Les agents ont décidé, la force de Castro réside dans son image. Dans ce charisme masculin brutal que les Cubains adoraient. Que se passe-t-il si on lui enlève ça? Et si on transformait le macho en risé? Ainsi est né un plan qui, dans les documents officiels, ressemble à du délire. L'idée était simple jusqu'au génie et stupide jusqu'à l'impossible. Les agents ont appris que Castro, lors de ses voyages à l'étranger, laissait ses chaussures dans le couloir pour qu'elles soient cirées. Le plan consistait à saupoudrer l'intérieur des chaussures de sel de thallium. C'est un réactif toxique puissant. Le but? Pas de tuer. Le but était autre. Le thallium devait provoquer une chute totale des cheveux et des poils. Imaginez, Fidel Castro monte à la tribune de l'ONU. Il commence son discours, menace les impérialistes, et soudain, sa célèbre barbe commence à tomber par touffes. Pour Washington, cela semblait être le coup parfait. Un Castro nu est un Castro faible. Mais ce n'était que le début. Dans les entrailles de l'anglais, ils élaboraient un scénario d'attaque chimique sur un studio de télévision. Le plan, avant le discours de Castro, vaporisait dans le studio une substance similaire au LSD. Le résultat, le chef de la révolution, en direct, commence à dire n'importe quoi, à rire sans raison ou à crier sur des démons invisibles. Le peuple voit un fou et se détourne de lui. Ces plans ont-ils été réalisés? Non. Pourquoi? Parce que même dans le milieu des espions, il s'est trouvé des gens pour dire « Les gars, c'est trop ». Ou bien ils n'ont tout simplement pas pu s'approcher assez près. Mais il y avait aussi des plans visant l'élimination physique. Et ils sont frappants par leur ingéniosité. Prenez l'histoire de la plongée. Castro était un fan de plongée sous-marine. La CIA a décidé de lui offrir une combinaison de plongée. Par l'intermédiaire d'un avocat, James Donovan, qui négociait la libération des prisonniers de la baie des Cochons. Donovan ne se doutait même pas qu'il était un messager de la mort. Les techniciens de la CIA ont traité l'intérieur de la combinaison avec un champignon provoquant une maladie de peau chronique, le pied de Madura. Et le tuba a été infecté par le bacille de la tuberculose. Castro devait pourrir vivant, lentement. Le plan a échoué à la dernière seconde. Donovan, étant un gentleman, a acheté lui-même une autre combinaison, plus chère, car celle donnée par la CIA lui semblait trop simple. Il a offert la combinaison propre. Et celle empoisonnée a été détruite.
Et, bien sûr, la légende du coquillage. La mer des Caraïbes. De magnifiques récifs où Castro aimait plonger. L'idée de la CIA, trouver un coquillage immense, incroyablement beau. Un coquillage devant lequel aucun collectionneur ne pourrait passer sans s'arrêter. Le bourrer d'explosifs. Et le peindre de couleurs vives et non naturelles pour attirer l'attention. Dès que Castro le touche, boum. Ils ont renoncé à ce plan uniquement parce qu'ils ont réalisé. Il était techniquement impossible de garantir que ce soit Fidel qui prenne le coquillage et non un poisson au hasard ou que le courant ne le déplace pas. Ces histoires font sourire aujourd'hui. Mais réfléchissons, cela a été fait par des adultes, des gens puissants avec un budget illimité. Cela montre le niveau de désespoir et de dégradation auquel Mangouste était tombé. Ils ne pouvaient pas gagner la guerre, alors ils ont essayé de gagner le cirque. Si les tentatives d'assassinat étaient secrètes, la guerre psychologique, elle, était menée ouvertement et brutalement. Édouard Lansdale, le conservateur de l'opération, croyait en la force du mot plus qu'en la force de la balle. Mais à Cuba, cela s'est transformé en farce. L'un des projets les plus absurdes fut l'opération « Le Second Avènement ». Oui, vous avez bien entendu. La CIA prévoyait de mettre en scène le retour de Jésus-Christ. Le scénario, un sous-marin américain fait surface près des côtes de la Havane. Il tire dans le ciel des obus pyrotechniques spéciaux qui créent une lueur géante en forme de croix ou de l'image du Christ. Simultanément, des avions au-dessus des nuages diffusent la voix de Dieu via de puissants haut-parleurs. Que devait dire Dieu? Il devait appeler les Cubains à renverser l'Impi Castro. Dieu contre Fidel. Cela devait être le plus grand spectacle de l'histoire de la religion. Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Parce que quelqu'un au Pentagone a fini par demander « Et si les Cubains comprennent que Dieu parle avec un accent américain ?» Des sabotages moins grandioses, mais plus nuisibles, avaient lieu quotidiennement. Les agents de la CIA répandaient des rumeurs. Par exemple, que le nouveau gouvernement allait enlever les enfants à leurs parents et les envoyer en Union soviétique pour une rééducation. Cela a provoqué la panique. Des milliers de parents, désespérés, ont envoyé leurs enfants aux États-Unis dans le cadre de l'opération Peter Pan. 1400 enfants se sont retrouvés dans un pays étranger sans famille à cause d'une seule fausse nouvelle lancée depuis un bureau de l'anglais. Le sabotage économique était encore plus cynique. La CIA payait des ouvriers dans des usines européennes qui produisaient des pièces pour la machinerie cubaine afin qu'ils créent des défauts imperceptibles. Les bus tombaient en panne. Les machines s'arrêtaient. La récolte de canne à sucre pourrissait dans les champs faute de moyens pour la ramasser. Les agents ont même envisagé un plan pour ajouter des produits chimiques au sucre cubain destiné à l'exportation pour en gâcher le goût et priver le pays de devises. Le but était unique, rendre la vie du Cubain moyen insupportable. La logique de Mangouste était simple et cruelle. Un homme qui a faim est un homme en colère. Un homme en colère prendra une fourche et renversera le pouvoir. Mais ils se sont trompés sur l'essentiel. Quand un homme va mal et qu'il sait qu'un ennemi extérieur en est la cause, il ne se rebelle pas contre les siens. Il se rallie autour du drapeau. Au lieu de détruire le régime, Mangouste a seulement donné à Castro l'excuse parfaite pour tous les échecs économiques. Ce n'est pas nous qui gérons mal. Ce sont les Yankees qui nous nuisent. Et le pire, c'est que c'était vrai. Pourquoi, avec des milliards de dollars, les meilleures technologies et le soutien du président, l'opération a-t-elle échoué si lamentablement? La réponse a un nom. Ce n'est pas Castro. C'est le contre-espionnage cubain, le G2. Nous sous-estimons souvent l'adversaire. Les Américains regardaient les Cubains de haut, comme une république bananière. Mais le G2 n'a pas été construit par des amateurs. Il a été entraîné par des spécialistes du KGB et de la Stasi. À sa tête se trouvait Ramiro Valdés, un homme avec un ordinateur à la place du cerveau et de la glace à la place du cœur. Il a créé un système où une personne sur deux était un informateur. Les comités de défense de la Révolution, CDR, étaient dans chaque quartier, dans chaque immeuble. Si votre lumière était allumée la nuit, il le savait. Si un étranger venait chez vous, il le savait. La CIA a essayé d'envoyer des groupes de sabotage. Mais l'incroyable se produisait. La plupart des agents étaient interceptés directement sur le rivage. Pourquoi? Parce qu'au sein même de l'émigration cubaine à Miami, au cœur même de l'opération Mangouste, siégeaient les taupes
de Castro. Fidel était au courant des débarquements avant même que les bateaux ne quittent la Floride. Les Américains ont été confrontés à un problème qu'ils ne pouvaient pas résoudre avec de l'argent. Ils n'avaient aucune ressource humaine sur l'île. Ceux qui haïssaient Castro avaient déjà fui ou étaient en prison. Ceux qui restaient croyaient en la révolution ou avaient peur. Le plan de Lansdale prévoyait un soulèvement populaire en octobre 1962. Mais quand le moment est venu, personne n'a répondu à l'appel. Le réseau d'agents était mort. Mangouste chassait le serpent, mais le serpent avait depuis longtemps encerclé le chasseur et resserrait son étreinte. C'était un exemple classique de cécité bureaucratique. Les rapports envoyés à Washington étaient beaux. Nous avons mené 20 actes de sabotage, nous avons largué 100 000 tracts. Mais l'impact réel sur le pouvoir de Castro était nul. Pire. Chaque tentative ratée, chaque explosion dans un magasin, chaque cigare empoisonné ne faisait que convaincre Castro d'une chose: ils veulent me tuer. L'Amérique ne reculera devant rien. J'ai besoin de protection. D'une grande protection. Et il a trouvé cette protection. Nous arrivons ici au principal paradoxe de cette histoire. L'opération Mangouste devait éliminer une menace pour les États-Unis. Au lieu de cela, elle a créé la plus grande menace de l'histoire de l'humanité. Regardons le monde à travers les yeux de Moscou et de la Havane au printemps 1962. Pour nous, Mangouste, ce sont des plans étranges sur la chute de Barbe. Pour eux, cela ressemblait à autre chose. Ils voyaient des sabotages constants, des manœuvres militaires près des côtes de Cuba, notamment des exercices où les marines américains s'entraînaient à débarquer sur une île nommée Ortsac. Lisez ce mot à l'envers. Castro. Ce n'est pas une blague. Les Américains ne cachaient même pas leurs intentions. Des menaces directes venant de Washington. Castro était certain, l'invasion était inévitable. Et cette fois, ce ne seraient pas des exilés. Ce serait le corps des marines des États-Unis. Il s'est tourné vers Khrouchtchev, « Donnez-nous des armes ». Et Khrouchtchev a pensé, pourquoi pas? Pour l'URSS, c'était une chance d'équilibrer la balance. Les missiles américains étaient déjà en Turquie, juste sous le flanc de Moscou. Pourquoi ne pas mettre des missiles soviétiques sous le flanc de Washington? Glisser un hérisson dans le pantalon de l'oncle Sam, comme disait Khrouchtchev. Tout le monde pense que la crise des missiles de Cuba a commencé avec les missiles. Non. Elle a commencé avec Mangouste. Les missiles n'étaient que la réponse. L'opération qui devait rendre l'Amérique plus sûre a provoqué le placement d'armes nucléaires à 140 km de la Floride. Lorsqu'en octobre 62, un avion espion américain U-2 a photographié les sites de lancement à Cuba, le silence est tombé sur la Maison-Blanche. Kennedy a compris, sa guerre secrète lui revenait comme un boomerang. Il voulait se débarrasser d'un voisin ennuyeux, et il a obtenu un voisin avec une massue nucléaire. S'il n'y avait pas eu Mangouste, Khrouchtchev aurait-il risqué de transporter des missiles à travers l'océan? Les historiens débattent encore à ce sujet. Mais la plupart s'accordent sur une chose. C'est l'agressivité et la prévisibilité de la pression américaine qui ont donné à l'Union soviétique le prétexte idéal pour cette aventure. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment ces événements se sont déroulés durant les 13 jours les plus longs de l'histoire de l'humanité. Et comment la fin sans gloire de Mangouste a changé les règles du jeu de l'espionnage pour toujours. 28 octobre 1962. Le monde expire. Les navires soviétiques font demi-tour. Khrouchtchev accepte de reprendre les missiles. Kennedy promet de ne pas attaquer Cuba. Nous connaissons cette partie de l'histoire grâce aux manuels scolaires. Mais ce qu'ils n'écrivent pas, c'est qu'en ce jour précis à Washington, la menace de guerre n'est pas la seule à être morte. Mangouste est morte. L'accord qui a sauvé la planète comportait une clause secrète. Les États-Unis se sont engagés publiquement, pas d'invasion de Cuba. Pour les frères Kennedy, ce fut une pilule amère. Tout le plan de Mangouste était construit pour l'accord final, l'intervention militaire. Maintenant, ce final devenait impossible. Tous ces milliers d'heures de planification, ces millions de dollars, ces costumes empoisonnés et ces coquillages explosifs, tout cela s'est instantanément transformé en ordure. Le 30 octobre, l'opération Mangouste a été officiellement stoppée. 400 personnes au siège de la CIA ont reçu l'ordre de faire leur carton. Mais la guerre est-elle finie? Non. Elle est simplement passée dans l'ombre.
Mangouste était trop bruyante, trop ambitieuse et trop ratée. Elle a été remplacée par des opérations ponctuelles, silencieuses. Plus de second avènement, ni d'armée d'invasion. Seulement des tireurs d'élite, des poisons et du sabotage. Mais la chance principale était perdue. Castro n'a pas seulement survécu. Il a reçu une garantie de sécurité de l'Amérique elle-même. Les années ont passé. Kennedy a été assassiné. Khrouchtchev a été écarté du pouvoir. Le Vietnam brûle. On a oublié Mangouste. Elle gisait dans les archives sous le tampon, très secret, prenant la poussière. Jusqu'à ce qu'en 1975, la vérité éclate à nouveau. Au Sénat américain, la commission Frank Church a commencé ses travaux. Son but était d'enquêter sur les abus des services de renseignement. Et ce qu'ils ont entendu a choqué même les politiciens les plus cyniques. Lorsque les directeurs de la CIA ont commencé à témoigner, l'Amérique a appris l'existence des pilules empoisonnées, de la mafia engagée par le gouvernement, des cigares explosifs. Les journaux ont explosé de titres. Les citoyens ne pouvaient pas y croire. Notre gouvernement s'est-il vraiment livré à ce terrorisme de clown? Mangouste est devenue le symbole de jusqu'où le pouvoir peut aller sans contrôle. Elle a montré ce qui se passe lorsque l'obsession pour un seul homme éclipse les intérêts nationaux. C'est grâce à l'échec de Mangouste que de nouvelles lois sont apparues aux États-Unis. Il a été interdit au président d'ordonner des assassinats politiques. La CIA a été placée sous le contrôle strict du Congrès. On peut dire que la paranoïa de l'anglais des années 60 a involontairement rendu l'Amérique des années 70 plus démocratique. Mais pour les participants à ces événements, c'était une piètre consolation. Robert Kennedy s'en est voulu jusqu'à la fin de sa vie. Il pensait que c'était sa pression sur la CIA et l'agression contre Cuba qui avait créé l'atmosphère de haine qui, peut-être, a conduit à la mort de son frère à Dallas. Ironie du sort, celui qui chassait le monstre a créé des monstres dans sa propre maison. Résumons. L'opération Mangouste a coûté aux contribuables américains plus de 50 millions de dollars de l'époque. Elle a employé 4000 agents. Elle a engendré des centaines de plans fous. Elle a amené le monde au bord de la destruction nucléaire. Quel résultat? 0. Fidel Castro a survécu à John Kennedy. Il a survécu à Robert Kennedy. Il a survécu à Nikita Khrouchtchev. Au total, il a survécu à 11 présidents des États-Unis. L'homme qu'il voulait tuer avec un coquillage explosif est mort dans son propre lit à l'âge de 90 ans. Cette histoire n'est pas une histoire d'espion, ni de politique. C'est une histoire sur l'orgueil humain, sur la façon dont les gens les plus intelligents dans les bureaux les plus chers peuvent perdre le contact avec la réalité. Ils pensaient pouvoir réécrire l'histoire avec du poison et de l'argent. Mais l'histoire, tout comme cet océan dans la baie des cochons, a ses propres courants. Et elle se fiche des plans des directeurs de la CIA. On entend souvent « la fin justifie les moyens ». L'opération Mangouste a prouvé le contraire. Si les moyens sont sales et insensés, la fin est impossible à atteindre. Au lieu de détruire le régime de Castro, ils en ont fait une légende. Au lieu de montrer la force de la démocratie, ils ont montré sa face sombre. Aujourd'hui, quand nous lisons des nouvelles sur des opérations secrètes et des guerres hybrides, il vaut la peine de se souvenir de Mangouste. Il vaut la peine de se souvenir du cigare explosif qui n'a jamais explosé. Et de se demander quel prix payons-nous pour les ambitions de quelqu'un en ce moment même. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la. Les gens doivent savoir ce que cachent les tampons secrets avant qu'il ne soit trop tard. La mémoire est notre immunité contre la répétition des erreurs. À bientôt sur les pages de l'histoire.